Coucou les amis, alors aujourd'hui je tente un truc là. Vous allez me dire si c'est bien ou pas. Je tente un truc, j'ai mis un énorme parapluie transparent voilà, derrière cette caméra pour au cas où il y a des coups de vent, on va voir si ça touche toujours la cam. Genre si ça évite que ça brouille le micro et tout. On va tester ça les gars parce que vraiment j'en ai marre, je me retrouve au montage avec des gros bruits de vent et tout, c'est super chiant, bref voilà. Je suis vraiment très heureuse de me poser avec vous, de me poser avec vous aujourd'hui. Parce que je suis dans une étape là, enfin pas une étape mais genre une période de l'année comme ça où il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent dans mon emploi du temps, je suis crevée mais à un point inimaginable, j'ai juste envie d'avoir une journée tranquille et aujourd'hui je pense que je vais à peu près avoir une journée tranquille hormis la répète que j'ai ce soir avec le chœur, bref. Pour ceux qui savent pas, voilà, je fais des études de musique mais bon, juste pour dire, je suis mais naze, crevée, mais un truc de fou et c'est marrant parce qu'aujourd'hui le thème d'aujourd'hui ça va être les moments où les personnes autistes, les personnes avec TSA pètent un câble, n'en peuvent plus, qu'est-ce que les autistes font quand ils craquent, comment il faut réagir, comment est-ce qu'on réagit quand on est soi-même concerné, comment est-ce qu'on réagit quand on a ses proches qui sont concernés, voilà. Donc j'espère pouvoir apporter quelques explications et réponses dans cette vidéo, voilà, sur ce sujet qui est quand même extrêmement central et important quand on parle de TSA. Et il faut savoir aussi notamment que la plupart du temps quand les gens commencent à suspecter qu'ils sont dans le spectre, c'est suite à une crise, c'est suite à un moment où ça s'est vraiment mal passé, où leurs émotions ont vraiment lâché quoi. Et c'est pour ça que je sais pas pourquoi j'ai toujours pas fait une vidéo qui récapitule tous les types de crises entre guillemets que peuvent faire les personnes autistes. Je sais pas, j'ai fait plus de 250 vidéos sur cette chaîne, je sais pas combien j'en ai fait, en vrai je sais pas du tout. Et je sors ce chiffre un peu de nulle part, c'est un peu approximatif. Mais j'ai déjà parlé de crise autistique, mais j'ai pas parlé des différents types de crises possibles parce qu'il y en a différentes et chacune a sa propre survient dans des conditions survient dans un contexte différent, avec des symptômes différents, avec des particularités différentes. Et donc c'est parti, on va parler de ça. On va parler de shutdown, on va parler de meltdown, on va parler de mutisme sélectif, on va parler de crise angoisse, etc., etc. Bref, toutes ces crises qui peuvent survenir assez facilement quand on est dans un environnement stressant pour une personne TSA. Ok ? Allez, c'est parti les gars, j'en ai répertorié 5 principales. Faut savoir que si vous lisez des livres sur l'autisme ou que vous lisez des blogs ou des sites internet, bref, vous allez toujours à peu près retrouver ces 5 là. J'ai pas sorti ça de mon chapeau, hein, en fait d'habitude quand je fais des vidéos je me documente assez peu parce que bon, je parle de choses que j'ai moi-même expérimentées, je parle de ma propre expérience, je parle de choses que j'ai lues dans des livres il y a un moment et que j'ai gardé en mémoire, bref, mais c'est rare que je fasse vraiment de la docu spécifiquement pour une vidéo et je pense que à l'avenir je voudrais le faire un peu plus pour tout simplement avoir plus de précision dans ce que je dis, parler aussi d'expériences qui sont pas que les miennes parce que voilà, je suis très auto-centrée dans mes vidéos sinon. Donc voilà, ça c'était pour faire un petit peu l'introduction. Bref, je commence à blablater un peu longtemps, bon, on n'avance pas du coup. Mais je vais vous parler dans un premier temps de shutdown. Voilà, le premier terme que je vais vous expliquer, c'est le shutdown. Alors le shutdown c'est quoi? C'est qu'en fait on est tellement exposé au stress en fait que on finit par le cerveau finit par se mettre dans un genre de bulle, voilà, et que on n'a plus vraiment d'interaction après avec l'entourage. Alors quand je dis l'entourage, l'environnement en général, etc. C'est-à-dire que quand vous rentrez en shutdown, vous parlez plus avec les gens, vous les regardez plus dans les yeux, vous vous dégagez de ce qui est en train de se passer socialement ou même voilà, il se passe quelque chose, vous êtes à un événement ou à une rencontre ou je ne sais quoi, bref. Et quand vous rentrez dans le shutdown, vous vous éloignez de ça parce que vous pouvez plus le gérer en fait, tout simplement. Voilà. Le shutdown, alors je vais trouver parce que en fait, voilà, c'est toujours le même problème. On est toujours très familier avec les termes anglais et c'est particulièrement vrai dans les troubles comme le TDI par exemple, où vous avez beaucoup de termes anglais, du coup il y a certaines personnes qui pensent que c'est un peu genre qu'on se raconte des histoires et tout parce que ça fait un peu comme dans les films, mais il y a un terme français, alors attendez, je vais écrire ça dans mes notes parce que vraiment moi je connais, voilà, le repli autistique, voilà, en français on pourrait traduire ça par repli autistique. Voilà, parce que le shutdown c'est un truc qui est essentiellement, un terme qui a été essentiellement inventé on va dire pour les autistes, voilà, désigné pour les autistes. Donc c'est vraiment voilà, et ça peut être n'importe quel stress que vous expérimentez. Par exemple vous êtes dans un trop plein social, vous avez fait trop de friction avec le cerveau, vous avez
vous êtes allé trop au-delà de vos limites et en fait le cerveau il se dit oh là je peux plus, là on ferme tous les onglets. En fait il faut imaginer un ordi qui est sur le point de planter en fait et qui au moment où il sait qu'il va planter il va fermer tous les onglets en mode boum 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 boum, j'éteins tout parce que là je peux absolument plus gérer tout ça, j'ai pas assez de mémoire vive, etc., etc. Et donc c'est un peu ce qui se passe, voilà, c'est vraiment en fait la sensation elle va dépendre de chacun va le vivre différemment le shutdown, mais en gros ce qui se passe c'est que il va y avoir du repli quoi, on va se replier sur soi, on va arrêter d'interagir avec les autres, on va arrêter d'interagir avec son environnement. Par exemple là il y a un petit coup de vent les gars, on va voir au montage si on entend le vent sur le micro, parce que là j'ai un gros coup de vent qui arrive sur le parapluie. Bref, désolée, je suis vraiment, ouais, je suis distraite, on va dire la vérité. Bref, donc voilà pour le shutdown. On va s'arrêter là pour le shutdown. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, vous pouvez toujours rechercher sur des sites comme par exemple Bien-être autiste ou ce genre de site qui explique ça très très bien. Mais en gros, c'est ça. Voilà. Ensuite, on a la version un petit peu plus hardcore du shutdown. Alors, ah oui, j'en ai pas parlé, mais est-ce que moi j'ai déjà vécu des shutdowns? Pour moi, c'est difficile à dire parce que ça m'arrive. Si ça m'est déjà arrivé, alors ça m'arrive très rarement. Faut savoir que quand je lis les descriptions du shutdown, je me reconnais pas genre immédiatement. Par contre, il y a un truc qui m'est déjà arrivé, c'est d'être avec des amis pendant toute une journée, de socialiser avec des amis, etc. On était trois, un petit groupe de trois, on était en voyage, etc. Et on discutait, il n'y avait pas de source de stress réellement, c'est juste, bon, j'étais en activité sociale, c'est tout, mais voilà. Et puis au bout d'un moment, j'arrivais plus du tout à interagir avec mes copines, mais genre vraiment plus, c'est-à-dire que plus aucune phrase ne sortait, voilà. En fait, je les voyais vivre à côté de moi, mais j'arrivais plus à participer à l'activité sociale, c'était impossible, genre vraiment, c'était comme si c'était un gros blackout dans mon cerveau, voilà, comme si mon cerveau avait fermé tous les onglets qui me permettaient en fait d'interagir avec les gens autour de moi. Et c'était très impressionnant à vivre, et mes copines elles me disaient ah bah tiens mes anges, ça y est, t'en peux plus et tout, qu'est-ce qui se passe machin, et voilà, elles me l'ont dit gentiment bien sûr, c'était pas agressif, mais et j'étais là en mode, et je leur disais j'arrive plus à vous parler, genre j'y arrive plus, les mots sortent plus, j'ai plus de phrases qui, en fait voilà, quand on est dans une situation sociale, le cerveau génère des répliques à sortir aux gens en mode ouais salut, t'as vu la météo machin, t'as vu là, et là c'est comme si mon cerveau ne générait plus rien, il générait plus de propositions de répliques à sortir en société, voilà. Et voilà, je sais pas si on va appeler ça un réel shutdown, parce qu'en réalité, la vérité c'est que ça vient pas d'un stress, c'est juste mon cerveau était épuisé à force de générer comme ça, de faire des efforts pour générer de l'activité sociale venant de moi, et donc forcément, et au bout d'un moment il a dit c'est bon, j'en peux plus. Voilà, donc c'est pas réellement un shutdown, mais ça y ressemble un petit peu, voilà. Ensuite on a le meltdown. Alors le meltdown par contre j'y connais quelque chose, parce que voilà, le meltdown je l'ai vécu plein de fois. Et clairement c'est un truc voilà, qui m'est assez familier, et heureusement de moins en moins, parce que j'en fais de moins en moins aussi dans ma vie, étant donné que voilà, je grandis, j'arrive à mieux adapter ma vie aux situations, aux trucs, bon voilà, et du coup j'en fais moins aujourd'hui, et fort heureusement. Mais il faut savoir que c'est un truc que j'ai quand même connu de très près, le meltdown. En fait, qu'est-ce qui se passe dans le meltdown, c'est que, alors pareil, j'ai un mot français, c'est l'effondrement autistique. Bon, voilà, vous faites ce que vous voulez, vous utilisez le terme que vous voulez, mais en français on pourrait dire l'effondrement autistique. Alors le meltdown c'est quelque chose qui est très impressionnant à vivre. Alors oui, pour la personne autiste c'est impressionnant aussi, mais surtout pour l'entourage. Quand t'as une personne qui est en face de toi et qui pète complètement un câble, c'est-à-dire qu'elle commence à parler violemment, ou même qu'elle commence à pleurer très fort devant tout le monde, ou même qu'elle commence à, je sais pas, même être complètement en proie à ses émotions et à plus avoir aucun self-control, voilà. Tu te trouves face à une personne comme ça en face de toi, et surtout quand voilà, tu vois pas le truc venir, parce que souvent les neurotypiques ne voient pas venir, ça c'est terrible, je vous raconterai une anecdote tout à l'heure de mon pire meltdown. Voilà, mais les neurotypiques ne voient pas venir, et tout d'un coup, bam, la personne explose, que ce soit en colère, en tristesse, en bref, dans une expression très vive de ses émotions, voilà. Alors dans mes notes j'avais noté, c'est une perte de contrôle totale sur ses émotions en fait, parce que ça nous arrive à tous d'avoir des émotions qui nous traversent, mais de les contrôler. Par exemple, voilà, vous êtes au boulot et un collègue vous agace, voilà, mais vous pouvez pas vous embrouiller avec cette personne pour X ou Y raison, parce que voilà, vous risquez de perdre votre travail et tout, que vous pouvez faire dénoncer, bref. Et vous allez appliquer du self-control. Vous allez dire bon bah voilà, je vais faire comme si j'avais rien entendu, je vais voilà, je vais m'énerver après quand je serai rentrée chez moi, mais là pour le moment je garde mon calme, voilà. Faut savoir que quand on est en situation de meltdown, ça n'existe plus ce self-control, c'est terminé. C'est-à-dire que toutes les émotions là
qui sont enfouies en nous, là, qui s'accumulent, elles sortent et vous ne pouvez plus rien y faire quand vous êtes la personne concernée. Voilà. Quand vous êtes la personne en meltdown, tout vous échappe, tout échappe à votre contrôle, tout échappe à votre tour là, dans le cerveau qui est censé réguler les choses. Et en fait, on peut se retrouver à dire des choses extrêmement méchantes, extrêmement brutales, extrêmement crues aux gens. On peut même devenir violent ou violente physiquement. Hein. Voilà, faut le dire malheureusement, que c'est pas tout rose, hein, les TSA, voilà, malheureusement. Hein. Et c'est pour la raison pour laquelle c'est extrêmement impressionnant pour la personne qui est en face ou les personnes qui sont en face. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en fait, pour les deux situations, que ce soit la shutdown ou le meltdown, hein, et que voilà, vous vous retrouvez dans une de ces deux situations, comment y répondre? Parce que c'est ça aussi la question, comment est-ce qu'on y répond? Il faut savoir que la priorité, que vous soyez dans le meltdown ou le shutdown, c'est de vous retrouver dans un endroit calme, et si vous avez besoin d'être seul. Voilà. Et ça, je suis désolée, mais c'est le meilleur, c'est encore plus important que de prendre, si vous avez par exemple des anxiolytiques ou ce genre de choses que votre médecin vous a peut-être prescrit, c'est encore plus important que les médicaments, voilà, si vous en avez besoin. C'est vraiment, en fait, ce qui provoque généralement un shutdown ou un meltdown, c'est trop de bruit, trop d'interactions sociales, trop de friction entre nous et notre environnement. C'est généralement ça. Et le seul moyen, enfin le meilleur moyen de calmer une personne dans cette situation, c'est de la mettre dans un endroit tranquille, à l'abri des obligations sociales, du il faut faire semblant, du il faut faire ça, ceci, cela, il faut résister au bruit, il faut, etc., filtrer des informations. Non, tout ça, ça doit être terminé. La personne doit avoir accès à un endroit calme et c'est pas négociable. Voilà. Et ça, c'est terrible parce qu'il y a des neurotypiques qui ont du mal à comprendre ça et qui se disent, elle pourrait faire un effort quand même, c'est un caprice, blablabla. Le meltdown, c'est pas un caprice, voilà. Et on va en parler du caprice parce que le caprice fait partie des pétages de plomb que j'ai répertoriés dans mes notes pour cette vidéo, voilà. Mais le meltdown n'est absolument pas un caprice. C'est vraiment juste, en fait, la personne ne peut plus contrôler ses pensées, ses émotions, ses mots, ses gestes, voilà. Et le seul moyen, je vous dis, le seul moyen, raisonner ne sert à rien, lui faire la morale ne sert à rien, le seul truc qui sert à quelque chose, c'est de la mettre dans un endroit tranquille, au calme, et de lui parler dans le calme, voilà. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Et vraiment, j'insiste là-dessus parce que je peux vous dire, alors, je vais vous raconter un petit peu vite fait, hein, on va pas passer des heures dessus, mais mon pire meltdown, c'était quand on est parti en voyage, j'ai peut-être déjà raconté, mais on est parti en voyage à Pise en groupe, on était un groupe d'une douzaine de personnes, quelque chose comme ça, et notre avion avait été annulé pour le retour, sachant qu'on devait rentrer en avion le soir même. Et tout le monde a commencé à stresser autour de moi, etc. Et au début, j'arrivais à garder mon calme, sauf qu'au bout d'un moment, je sentais le stress monter dans le groupe. Il y avait énormément de bruit, parce qu'on était littéralement au pied de la tour de Pise, les gars. Au pied de la tour de Pise. Il y avait énormément de touristes, de monde, etc. Et j'ai fini par exploser. Mais quand je vous dis exploser, il y avait une personne à ce moment-là dans le groupe qui en plus me parlait pas très bien, qui me parlait sur un ton agressif, qui me disait que j'étais capricieuse, etc. Parce que je demandais à ce qu'on se mette au calme, qu'on parte de là, etc. Et en plus, comme j'étais nerveuse, je disais sur un ton un peu pareil, un petit peu agressif et tout. Et du coup, ça a explosé entre cette personne et moi. Et là, j'ai tout lâché. C'est-à-dire que je pouvais même plus contrôler quoi que ce soit. Je hurlais comme un bébé, je pleurais comme un bébé. J'étais là, comme un bébé de 3 ans, les gars, je vous le jure. Mais je dis même pas 3 ans, mais 2 ans, genre vraiment le bébé. Et il y avait des touristes qui me regardaient, qui avaient en plus leur appareil photo, qui étaient là en mode waouh, c'est qui cette fille et tout. Et j'en avais plus rien à foutre en fait. C'est-à-dire que j'étais dans un stade où c'était plus mon problème les autres en fait. Voilà, on voit un petit peu le parapluie dans le champ. Voilà, désolée. Donc ça c'est vraiment le pire meltdown que j'ai vécu. J'ai mis énormément de temps à m'en remettre. C'est-à-dire qu'il m'a fallu plusieurs jours pour digérer ce qui s'était passé. En plus, quand le meltdown était passé, j'ai continué à pleurer pendant au moins 24 heures. J'avais les yeux secs, mais les gars, secs comme jamais. Je pleurais en continu en fait, c'est-à-dire que mes yeux coulaient en continu. C'était très impressionnant à vivre. Je savais pas qu'on pouvait pleurer aussi longtemps. Et pour mon entourage neurotypique, c'était un peu difficile à comprendre, même s'ils savaient que j'étais dans les TSA et tout, mais c'était difficile à comprendre comment on peut pleurer autant pour rien en fait. Si c'est pas passé grand chose en réalité, hein, à part que l'avion était annulé, que tout le monde est un peu stressé sur le coup et que je me suis un peu disputée avec une personne, voilà, mais c'était pas plus que ça en réalité. Et voilà, et moi je m'en suis souvenue, je m'en souviens encore aujourd'hui comme si c'était hier. Donc voilà pour le pire meltdown. C'est juste pour dire à quel point on peut totalement perdre le contrôle et qu'on s'en fout d'avoir l'air digne ou quoi, c'est fini ça en fait. Donc voilà. Voilà pour le meltdown. On parle de choses un peu dures hein, quand même, hein. On va pas se mentir. Ensuite, alors on va parler du caprice, parce que tout à l'heure je parlais du caprice. Alors il y a une légende
il y a des gens comme ça qui traînent parmi les communautés neuroatypiques, machin, qui dit que les personnes autistes sont des anges, des personnes pures et innocentes, et c'est faux. C'est faux les gars. Et pour vous dire la vérité, donc dans mon groupe Facebook, d'ailleurs si tu veux nous rejoindre, deuxième lien dans la description, désolée pour la pub, j'ai déjà eu plein de personnes qui sont un peu insolentes, etc. au sein du groupe, et donc j'ai dû les éjecter, etc. etc. Et quand j'en parle aux gens, et notamment même des personnes autistes, ils me disent, leur réaction c'est toujours, mais est-ce que c'est vraiment des personnes autistes? Comment est-ce qu'on peut être autiste et être violent, et être agressif, etc. Et je leur dis bien sûr que oui, on peut être autiste et méchant, on peut être autiste et totalement détaché des émotions des autres et en faire qu'à sa tête, bien sûr. Bref, donc c'est juste pour introduire que l'autiste n'est pas égal à gentil, voilà. Nécessairement, voilà. La gentillesse, ça appartient à chacun, c'est à chacun d'être quelqu'un de bien, mais ça appartient à chacun de faire en sorte d'être quelqu'un de bien. Oula, ça y est. Mais tous les autistes ne sont pas des anges. Bon, bref, ceci étant dit, on va passer au caprice. Voilà. Alors, le caprice, c'est quoi? C'est quand en fait quand vous faites semblant de souffrir, d'être dans une détresse absolue comme ça, alors qu'en fait ça va au fond de vous, mais que en fait vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un, mais que le seul moyen que vous avez trouvé pour communiquer avec cette personne ce besoin, c'est de faire un caprice, c'est-à-dire de feindre une détresse absolue en disant ah là là je souffre, au secours, aide-moi, blablabla, etc. Alors est-ce que j'ai déjà fait des caprices dans ma vie? 1000 fois. 1000 fois. Et ça, je préfère l'avouer haut et fort devant tout le monde à la caméra. Le caprice, ça a été un moyen de communication de prédilection pour ma personne et ça fait partie des choses qui me font un petit peu honte quand même, voilà. Mais quand je l'avoue comme ça, ça me permet de mieux l'assumer, de mieux mettre à distance ça. Donc je le fais, voilà. Mais c'est juste pour dire que le caprice, ça a été longtemps un moyen de communication pour moi. Et pourquoi est-ce qu'il est assez fréquent dans l'autisme finalement? On va en parler. Donc en fait le caprice c'est quoi? C'est quand une personne a un besoin, a une frustration, souhaite obtenir quelque chose, alors que ce soit quelque chose de légitime ou de pas légitime d'ailleurs, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais la personne veut obtenir quelque chose et en fait elle sait pas comment le demander, elle sait pas comment... elle a une personne qui détient l'objet en question, elle sait pas comment communiquer son besoin d'avoir cet objet. Et en fait le seul moyen qu'elle trouve de le lui demander, c'est en faisant une grosse crise, qui généralement est vraiment exagérée en fait, exagérée par rapport à ses vraies émotions, voilà. Et ça traduit quelque chose, ça traduit un mal-être qui est sincère, ça traduit une frustration qui est sincère. Et certes, les émotions qui sont exprimées sont pas sincères parce que la personne se force à pleurer ou à crier ou à quoi, mais la frustration qui est derrière est sincère et elle traduit généralement une souffrance qui est un petit peu long terme, voilà. Notamment si le caprice est très répété. Donc c'est pour ça que les autistes en fait ont souvent des caprices, c'est parce qu'en fait ils ont du mal à communiquer, ils ont du mal à exprimer leurs émotions, leurs besoins, ce qu'ils souhaiteraient pouvoir communiquer, etc. Et du coup, ils se sont rendus compte peut-être qu'en criant, en pleurant, etc., la personne en face réagissait pour le coup. Ils disaient, si c'est le seul moyen de faire réagir les gens en face de nous, autant le faire, parce que pour l'instant, je trouve pas d'autres moyens. Et moi, c'est vraiment comme ça que je vis mes caprices, en fait, quand j'en fais. Alors, j'en fais moins aujourd'hui, évidemment, mais quand j'étais ado, c'était une catastrophe, j'en faisais énormément, voilà. Et quand je vivais mes caprices, c'était vraiment ça. Je savais pas comment communiquer ma frustration à mes parents, à mon entourage, etc. Et du coup, le seul moyen que je trouvais d'exprimer mes émotions ou mon besoin, c'était en faisant des caprices. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est un problème de communication qui est central en fait. Et c'est aussi un mal-être en fait, parce que la personne qui fait un caprice souffre de base. Alors, elle souffre pas forcément de ce qu'elle feint, mais elle souffre d'autre chose et d'une frustration qui est réelle. Voilà. Donc, généralement, ce qu'il faut faire dans un caprice, c'est pas, quand on est la personne autour, c'est pas de raisonner la personne ou de lui faire la morale, parce que généralement ça empire la situation, parce que ce que veut la personne c'est juste faire passer son message et point à la ligne, et si la personne ne prend pas le message, alors elle double la dose de caprice, voilà. Donc ça sert à rien de faire la morale à quelqu'un qui fait un caprice. Par contre, on peut par exemple lui proposer
lui proposer deux possibilités simples. Par exemple, bon voilà, est-ce que tu veux manger ton gâteau maintenant ou dans 5 minutes, enfin genre, je dis n'importe quoi, mais lui proposer 2 propositions et elle a juste à choisir une des 2. Et tout simplement aussi de rester calme et de pas en fait céder à l'impatience, au pétage de câble, etc. Il faut savoir que c'est très compliqué quand le caprice est répété, parce que, notamment pour les parents, parce que quand en plus c'est des caprices qui sont vraiment, l'enfant il demande des trucs qui mérite pas ou qui peut juste pas avoir, ou ce genre de choses, ça peut être extrêmement énervant pour un parent et pas forcément pour les parents d'autistes, hein. Mais force aux parents en fait qui vivent des caprices de façon répétée chez leur enfant. Des solutions existent à ça bien sûr, et je pense que la première solution c'est pas de traiter le caprice en lui-même mais la frustration qui va derrière. Et quand la personne est plus calme et qu'elle a terminé son caprice, ou même vraiment à un autre moment, lui en parler, lui dire voilà quelles sont tes émotions négatives du moment, qu'est-ce qui t'en frustre, qu'est-ce qui t'embête, etc. blablabla, et en parler vraiment à froid, ça c'est pour moi vraiment la meilleure solution à ça. Mais voilà, ce qui est une vérité, c'est que le caprice n'est pas à prendre à la légère forcément, surtout chez les personnes autistes qui en souffrent particulièrement. Voilà, pour terminer là-dessus. Alors ensuite j'avais un dernier truc, j'avais 2 derniers trucs, on va en parler plus rapidement parce que voilà, c'est pas des trucs qui sont forcément propres à l'autisme mais qui sont peut-être un peu plus moins fréquent aussi. Déjà il y a l'engourdissement émotionnel. Alors l'engourdissement émotionnel, il y a vraiment le titre dit tout, hein. C'est-à-dire qu'en fait vous ne ressentez plus vos émotions, vous avez l'impression d'être dans une bulle et que des choses se passent autour de vous, vous avez l'impression d'être un peu un fantôme qui ressent pas vraiment les émotions, les choses qui se passent autour, etc. etc. Et ça peut être très... En fait pour le coup ça peut dépanner quand généralement l'engourdissement émotionnel il arrive après un événement traumatisant ou quelque chose d'un petit peu de très intense quoi, et en fait le cerveau se protège en se coupant des émotions, voilà. Et pour le coup quand il se passe quelque chose de très désagréable ça peut dépanner parce que ça évite de faire des grosses angoisses, etc. etc. Mais il faut savoir que quand le jour où vous allez avoir des émotions plaisantes qui sont censées arriver, quand vous êtes engourdi émotionnellement, vous n'allez pas les ressentir non plus. Donc vous ressentez plus de plaisir non plus. Et ça c'est problématique. C'est pour ça que généralement quand ça devient un phénomène qui s'installe vraiment dans votre tête, les thérapies sont à prévoir. Voilà. Donc ça c'est vraiment, oui ça c'est pareil, ça survient après des événements de grosse intensité émotionnelle. Voilà. Et ensuite il y a le mutisme sélectif évidemment. Alors moi j'ai vécu le mutisme sélectif quand j'étais enfant, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que moi c'était vraiment, voilà, j'étais un enfant et dès le début j'étais mutique, voilà. Mais là je parle du mutisme sélectif qui survient en fait au cours de la vie d'une personne alors qu'elle n'était pas mutique avant. Et ça c'est très fréquent dans l'autisme parce que voilà, si vous avez un échange brutal avec une personne, un échange difficile et qui vous stresse énormément, vous pouvez commencer à ne plus du tout parler à une certaine catégorie de personnes. Et c'est en fait c'est pareil, et là on n'est plus du tout dans le caprice, on est vraiment dans un blocage total. C'est-à-dire que vous voyez la personne et même parfois vous avez envie de lui dire des choses mais les mots ne sortent plus, c'est terminé. Et si vous voulez vraiment avoir un exemple de ce que c'est le mutisme sélectif, vous pouvez regarder la série Heartbreak High sur Netflix. Il y a un jeune personnage qui est autiste. Alors si vous n'êtes pas du tout série ado, voilà, ça va être compliqué de regarder, je sais, mais c'est un très bon exemple, c'est très bien illustré. À un moment elle se dispute avec son ex et donc elle tombe dans le mutisme sélectif et elle n'arrive plus à parler même à ses amis, hein. Les mots ne sortent plus, elle communique que avec des pancartes, elle écrit sur un carnet de notes et elle montre les mots voilà, à ses amis, mais elle n'arrive plus à leur parler, elle n'arrive plus à faire sortir des mots en fait. Et donc c'est ça le mutisme sélectif, c'est que vous arrivez à parler à certaines personnes mais pas à d'autres. Et parfois même à absolument personne, voilà, ça peut arriver aussi malheureusement. Et donc voilà, c'est très dur à vivre ça. Et je sais pour l'avoir vécu quand j'étais enfant, hein, ne pas pouvoir parler aux gens, c'est une torture en fait. C'est vraiment une torture. C'est comme être muet, c'est horrible. En fait. Tu veux parler à la personne mais tu peux pas. Voilà, c'est vraiment voilà. Donc voilà pour le mutisme sélectif. Et ensuite j'avais noté évidemment la crise d'angoisse. Bon la crise d'angoisse c'est encore un autre type de crise. C'est quand la panique vous prend et que en fait vous pouvez plus la gérer du tout. C'est-à-dire que vous pouvez plus du tout réguler la sensation de peur et de stress qui vous envahit. Vous commencez à avoir des symptômes comme la nausée, comme peut-être vous avez le tournis, peut-être vous hyperventilez. Moi c'est ce que je fais quand je fais une crise d'angoisse, hein, j'hyperventile énormément. J'ai l'impression de perdre totalement le contrôle sur la situation, d'être totalement impuissant.
attendre, voilà. Et généralement quand ça arrive, bon bah malheureusement j'ai dû à un moment dans ma vie me faire prescrire des anxiolytiques parce que je pouvais plus du tout les contrôler quoi, ces crises d'angoisse. Et ça pareil, c'est pas du tout un truc propre à l'autisme, mais c'est particulièrement fréquent chez les autistes parce que les autistes ont tendance à davantage être stressés par notamment tout ce qui est dans le social, tout ce qui est dans l'imprévu, qui arrive de manière voilà, surprise quoi. Et puis tous les moments aussi tous les moments où il y a du bruit, tous les moments où il y a de l'hyper stimulation sensorielle, etc. Il faut savoir aussi une chose avec les crises d'angoisse, c'est qu'elles peuvent arriver à un moment où c'est très clairement stressant, par exemple au moment où la personne va passer un examen, mais ça peut aussi arriver à un moment totalement random, c'est-à-dire à un moment où voilà, même pendant les vacances, tranquille, machin, et à la plage, faire une crise d'angoisse, c'est totalement possible, soit parce que la personne se remémore un flashback d'un truc qui la stresse, ou alors parce qu'elle est anxieuse à l'idée d'un truc qui va arriver après les vacances par exemple, ou parce que juste elle est stressée parce qu'il y a trop de lumière, trop de gens, trop de trucs autour d'elle et du coup elle est surstimulée. Ça peut arriver vraiment à des moments qui paraissent random pour les personnes autour et ça faut le savoir parce que voilà, on pense que les crises d'angoisse c'est que dans des moments clés de stress quoi. C'est-à-dire avant les examens, c'est-à-dire je sais pas quand on va passer un oral devant 500 personnes ou je sais pas, ce genre de choses. Mais pas du tout, ça peut arriver à n'importe quel moment. Voilà. Donc voilà pour les crises d'angoisse. Bon bah j'espère que ça vous aura pas trop déprimé de cette vidéo là. C'est quand même voilà ça, mais c'est vraiment important de parler de ça parce que les gens, surtout pour les neurotypiques qui peut-être saisissent pas vraiment les différences parce que chacun des pétages de plomb entre guillemets que j'ai décrit dans cette vidéo c'est différent hein. Donc si on veut faire un résumé, le meltdown c'est vraiment la perte de contrôle sur ses réactions émotionnelles, c'est-à-dire crier, pleurer, frapper, être violent, etc. Bon, vous voyez. Ensuite vous avez le shutdown, c'est-à-dire devenir incapable en fait d'interagir avec enfin vraiment se replier sur soi et ne plus interagir avec ce qu'il y a autour de nous. Le caprice c'est quand on fait semblant de souffrir d'un truc parce qu'on veut obtenir quelque chose, parce qu'on est frustré de ne pas avoir obtenu quelque chose, parce qu'on trouve que c'est le seul moyen efficace de communication sur le moment, voilà. Ensuite la crise d'angoisse c'est quand vous avez peur et vous cédez à la panique. Le mutisme sélectif c'est quand vous n'arrivez plus à parler aux gens, voilà. Et ce que j'ai tout dit, l'engourdissement émotionnel, c'est le détachement des émotions. Donc vous voyez qu'à chaque fois, en fait, ça peut paraître similaire tous ces trucs-là, mais en réalité, chacun a sa fonction, chacun apparaît dans un contexte bien particulier, et c'est à chaque fois différent, chacun a sa propre définition. Donc voilà. Donc si tu veux rejoindre la petite newsletter, je t'envoie mes petits conseils privés, etc. Vous avez un petit lien. J'ai repris ça très activement, les mails. J'adore rédiger les mails pour vous. J'y mets beaucoup plus de soin encore que dans ces vidéos-là. Donc si vous voulez pas rater ça, allez-y, checkez le premier lien et pour discuter avec nous le groupe Facebook. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les gars et d'ici là à la prochaine, salut!